Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une famille italienne immensément célèbre. Remontez le temps ma compagnie et rejoignons les Médicis à Florence, en pleine Renaissance. Pénétrons dans une ville pétrie de nouvelles idées, magnifiée par ses palais et son célèbre dôme, et gouvernée par une puissante famille, prête à tout pour demeurer au sommet. Avide de pouvoir et d'argent, opportuniste et impitoyable, mais généreux, humanisme et profondément amoureux de leur ville, les Médicis nous livrent leur histoire, leurs forces et faiblesses, ainsi que leur incroyable ascension. Partons ensemble découvrir la célèbre dynastie des Médicis. Les premiers Médicis dont l'histoire a gardé la trace sont de modestes changeurs en activité à Florence au XIIIe siècle. Originaires du Mugello, à 30 km de Florence. C'est le cas de Chiarissimo Medici, établi à Florence en 1201. Leur plus vieil ancêtre connu, père d'Averardo de Medici. Sans qu'on sache s'il doit être rattaché précisément à cette famille, on note un Francisco Medici qui prête en mars la somme extraordinaire de 1 348 300 florins d'or, bon poids au comte de Savoie à Médicis. Le blason de la famille en conserve le souvenir sous la forme de 6 besants, la monnaie de Byzance, à moins qu'il ne s'agisse de pilules évoquant quelques ancêtres médecins ou apothicaires, à l'origine du nom médecin en italien Medici. La famille sort de l'anonymat à la fin du XIVe siècle, après que la peste noire et quelques faillites retentissantes eussent éliminé les plus puissantes familles de Florence. Le premier Médicis à apparaître dans le gouvernement de Florence est Salvetro Medici Gonfalonier, qui déclenche en 1378 l'insurrection de Cicompi contre les Albizzi, ce qui lui vaut d'être exilé. C'est Giovanni di Bicci Gonfalonier également en 1421 et représentant d'une autre branche de la famille Médicis qui fonde la puissance des Médicis en développant la banque familiale avec des filiales à Rome, Venise et Naples et regroupant autour de lui un véritable parti. Ses deux fils, Côme l'Ancien et Laurent l'Ancien, sont à l'origine des deux branches appelées à régner sur Florence. Sa fortune augmente grâce à des investissements dans l'industrie de la laine et le commerce international. Le chef de la famille, Giovanni di Bicci, développe la banque des Médicis et assure la puissance et la richesse de sa famille. Sous la direction de son fils aîné, Côme l'Ancien, que la Banque des Médicis en vient à compter 10 filiales dans les principales villes d'affaires européennes. Bruges, Londres, Genève, Milan, Rome, etc. Le pape fait appel aux Médicis pour gérer les sommes qui lui viennent de toute l'Europe et financer ses entreprises. Ce client est d'autant plus intéressant qu'il peut à l'occasion excommunier un débiteur de la banque pour le forcer à rembourser ses dettes. D'autre part, Côme l'Ancien a le bon goût de ne pas exiger d'intérêt sur les sommes en dépôt, étant entendu qu'il réprouve d'un point de vue théologique le prêt à intérêt. Côme l'Ancien devient ainsi le plus riche marchand de Florence. Depuis la saignée de la Grande Peste en 1348, la ville compte à peu près 50 000 habitants et le territoire qu'elle gouverne à peine 10 fois plus. Côme l'Ancien hérite de la direction de l'entreprise Médicis en 1429. Il consolide, grâce à une gestion habile, l'affaire familiale qui devient banque, maison de commerce et centre de fabrication. Exilé en 1433 par le chef de l'oligarchie Rinaldo degli Albizzi, il fait un retour triomphal en 1434. Côme l'Ancien prête également aux grands. Ainsi, il est au service du Saint-Siège, des rois de France et d'Angleterre, des ducs de Bourgogne. Une part importante de ses profits est placée dans le Monte dei Dotti, qui se charge des emprunts de la cité florentine, ou encore dans le mécénat, faisant de ce marchand un amateur éclairé en matière d'art. Côme l'Ancien fonde l'Académie plaoticienne et fait de Florence la capitale de l'humanisme, protégeant notamment des artistes comme le sculpteur Donatello, les peintres Fra Angelico Filippo Lippi et des architectes comme Michelozzo. Ainsi sont achevés pour Côme le palais forteresse de la Via Larga et la bibliothèque de San Marco, l'église Saint-Laurent.
Il domine le monde politique de Florence en se contentant de fausser avec l'idée de Luca Pitti les institutions traditionnelles et en confiant les magistratures à exercer des obligés. À sa mort, il reçoit le titre de Pater Patriae. L'autorité morale des Médicis est si grande que le fils de Côme, Pierre le Goutteux, peut diriger Florence de 1464 à 1469 sans quitter sa demeure, secondé par son fils Laurent. Pierre de Médicis, sévèrement atteint de goutte, passait la majeure de son temps à alité. Toutefois, il montre beaucoup d'intelligence et fut un excellent diplomate quand il succède à son père en 1464. Il élimine l'opposition formée contre son pouvoir à la suite de l'échec d'un complot visant à l'éliminer, et ses bonnes relations avec Louis XI lui valurent le privilège d'ajouter à la boule bleue et des armes 3 lys de la maison de France. Par contre, les finances et les affaires familiales qui avaient commencé à décliner au cours des dernières années de la vie de Côme l'Ancien ne s'améliorent pas. Des problèmes de gestion et le peu d'expérience de Pierre, s'ajoutant à une conjoncture peu favorable aux affaires, l'incitent à restreindre les activités financières des Médicis. Ils poursuivent l'œuvre mécène entamée par son père et on lui attribue notamment la commande de la fresque La Procession des Mages. À sa mort en 1469, le pouvoir de la famille des Médicis sur Florence est si bien acquis que son fils Laurent de Médicis, âgé d'à peine 20 ans, recueille l'ascendant politique de ses prédécesseurs. Comme beaucoup d'autres cités italiennes, comme vous le savez, c'est une république oligarchique dirigée par les plus riches familles, qu'il s'agisse de banquiers, marchands, entrepreneurs comme les Médicis ou d'enfants de l'ancienne noblesse féodale. On les appelle il popolo grasso, les gras. Laurent le Magnifique réalise pendant son principat à Florence 1469-1492 l'idéal de la Renaissance italienne. Il est poète, animant les milieux littéraires et écrivant des stances et sonnets comme le Triomphe de Bacchus et Ariane. Philosophe, mécène et diplomate, collectionneur, il fonde la bibliothèque laurentienne, protège les artistes et les savants tels que Verrocchio à Venise, Botticelli et Léonard de Vinci. Sa cour est celle d'un prince où se déroulent fêtes et réceptions, mais il est aussi contraint à une intense activité diplomatique et militaire. Il se heurte à l'opposition du patriciat, soutenu par le pape Six IV, qui laisse organiser la conjuration des Pazzi, qui tente d'assassiner les Médicis en 1478. Dans la cathédrale de Florence, Julien de Médicis est tué, mais Laurent échappe au meurtrier. Le pape déclenche contre lui une guerre avec le soutien du roi de Naples, Ferdinand Ier. Laurent le Magnifique va alors trouver le roi en 1483 et réussit à le gagner à sa cause. Le pouvoir des Médicis sort renforcé, mais accaparé par les affaires politiques. Laurent le Magnifique laisse péricliter l'affaire familiale, dont les filiales de Londres, Bruges et Lyon font faillite. En puisant dans le capital familial pour ses dépenses culturelles et politiques, il provoque la banqueroute de Monte dei Dotti. Sa mort prématurée en 1492 marque la fin de la première phase de l'histoire de la famille des Médicis, la plus glorieuse, et celle où ils s'appuyaient, du moins en partie, sur le peuple pour tirer leur légitimité. Pierre II, fils aîné et successeur de Laurent le Magnifique, s'allie avec le roi de France Charles VIII durant la première guerre d'Italie, provoquant de ce fait la colère des Florentins, qui, excités par la prédiction de Savonarola, le chassent en novembre 1494. Jusqu'en 1511, Florence traverse une période agitée, d'abord sous la théocratie mystique du frère dominicain Savonarola, puis sous Sandorini, élu gonfalonier à vie en 1502. Cet épisode est souvent qualifié d'agonie de la République, alors que les dissensions internes ne permettent pas au gouvernement d'être stable et fort. Le retour des Médicis en 1512, avec le soutien de l'armée espagnole et du pape Jules II, ennemi des Français, auxquels se sont alliés les Florentins, chasse Soderini et marque la fin de la République florentine. À sa mort, la direction de la famille passe à son frère cadet Julien de Médicis, fait duc de Nemours par François Ier, en épousant Philiberte de Savoie, tante de François Ier. Pierre II et Julien de Médicis ont été immortalisés par Michel-Ange à San Lorenzo par la dédicace du prince de Machiavel.
Laurent de Médicis, fils de Pierre II, gouverne à Florence par l'autorité du pape Léon X, son oncle, qui lui donne le titre de capitaine général de l'Église et le duché d'Urbino en 1515. Marié à Madeleine de la Tour d'Auvergne en 1518, il n'aura qu'une seule fille unique, Catherine de Médicis, future reine de France. Pour assurer son pouvoir et empêcher une nouvelle révolte, Léon X s'appuie sur son cousin de la branche cadette, le comte d'Ottière Jean de Médicis, commandant des bandes noires. Le cardinal Jules de Médicis, devenu le pape Clément VII, 1523-1534, confie Florence à des cardinaux qui l'administrent au nom des deux bâtards, Hippolyte de Médicis, fils du duc de Nemours, et Alexandre de Médicis. Clément VII rallie les ennemis de Charles Quint durant la Ligue de Cognac. Rapidement, la guerre se résume en un duel entre Charles Quint, avec son allié le roi de Portugal Juan III, et les états pontificaux de Clément VII. Constatant la faiblesse des Médicis, les habitants de Florence chassent à nouveau la famille et proclament la République qui dure de 1527 à 1530. De son côté, Clément VII doit faire face au schisme anglican d'Henri VIII en refusant d'annuler son mariage avec Anne Boleyn. Le pouvoir est rendu aux Médicis par Charles Quint lui-même, réconcilié avec le pape après la terrible mise à sac de Rome en 1527. Il impose la domination d'Alexandre de Médicis et d'Hippolyte de Médicis. Alexandre de Médicis est fait duc de Florence en 1532, tout en le fiançant à sa fille naturelle Marguerite en 1531. Le nouveau souverain, par ses débauches, s'attire la haine des Florentins. Il meurt assassiné en 1537 par son cousin Lorenzino, le Lorenziazzo de Musset, qui lui-même mourra assassiné sur les ordres de Côme Ier. Avec lui s'éteint la branche aînée des Médicis. Les Florentins choisissent le fils de Jean des Bandes Noires, Côme Ier, duc de Florence de 1537 à 1569. Mais Charles Quint lui impose des garnisons espagnoles. Il réprime la révolte républicaine des Strozzi en 1538, conquiert Sienne et Lucques et transforme les structures de la seigneurie en créant un conseil de 200 membres et un sénat de 48 membres, coiffé par un comité restreint dirigé par le prince lui-même. Comme premier de Médicis, centralise entre ses mains le pouvoir politique et économique. Collectionneur, il fonde l'Académie en 1561. Fait construire le palais des offices et fait entourer le palais Pitti des jardins de Bobboli. Le pape Pie V le nomme grand-duc de Toscane en 1569 et il devient le fondateur d'une dynastie qui va durer environ 200 ans. Son fils Francesco de Médicis, grand-duc de Toscane, continue la politique de son père et se tourne vers les Habsbourg d'Espagne, se proclamant leur vassal. De sa première femme, il eut une fille qui devient la reine de France, comme vous le savez, Marie de Médicis. Le trône passe à son frère Ferdinand qui abandonne la pourpre de cardinal et devient grand-duc de Toscane, 1587-1609. Bon administrateur, il encourage le commerce en créant le port de Livourne, développe l'agriculture, se révèle également un grand mécène. Désireux de pratiquer une politique indépendante, il cherche un nouvel allié dans le royaume de France, en la personne d'Henri IV. Il épouse sa nièce, Marie de Médicis, en 1600. Ferdinand Ier est souvent qualifié de dernier des Médicis, faisant des efforts pour éliminer la corruption dans l'administration du duché et pour favoriser le développement économique. Il instaure un système judiciaire plus équitable, se rapproche de la France en épousant Christine de Lorraine, petite fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, participe grandement à la conversion d'Henri IV au catholicisme. À sa mort en 1609, ses efforts pour améliorer la situation du duché toscan ne furent pas poursuivis par ses successeurs, laissant le déclin de la dynastie devenir irrémédiable. Côme II, fils de Ferdinand Ier, prend la tête du duché en 1609. Mais la maladie le confine au lit, ce qui le contraint à confier la gestion du duché à son conseil, composé de membres de sa famille, dont sa mère Christine de Lorraine et sa femme Marie-Madeleine d'Autriche. Les ministres de son père, toujours en place, permettent au duché de conserver une situation acceptable.
Son orgueil princier lui fait fermer les succursales de la Banque des Médicis toujours en activité, puisqu'il estimait que de telles affaires n'étaient pas dignes de son rang de prince. Tout comme ses prédécesseurs, il poursuit l'œuvre familiale de mécénat, mais celle-ci se résume bien souvent à l'auto-célébration de la maison des Médicis. Un de ses plus grands mérites est sans doute d'avoir accordé une constante protection à Galilée. À sa mort, en 1621, le fils de Côme II, Ferdinand II, n'a que 10 ans, si bien que la régence est confiée de nouveau et conjointement à sa mère Marie-Madeleine d'Autriche et à sa grand-mère Christine de Lorraine. Elles abandonnent toutes deux la gestion du duché aux ecclésiastiques, étant à la fois très pieuses et se sachant peu aptes aux affaires de l'État. Lorsque Ferdinand II monte sur le trône ducal, il s'empresse de réduire l'influence des gens d'église, sans toutefois parvenir à les soumettre à son autorité. Sa politique interne et externe est marquée par le souci d'éviter les confrontations. Sa neutralité perpétuelle le place dans une position de faiblesse que chacune des puissances exploite pour en tirer des concessions. La Toscane était devenue un acteur politique mineur dans la politique européenne. Son mécénat, particulièrement dans le domaine des arts, orfèvrerie, ébénisterie, mosaïque, permet toutefois à Florence de garder un certain prestige international. Le long règne de son fils Côme III pendant 53 ans n'améliore guère les choses. Malgré une forte volonté de sauver la dynastie des Médicis, très pieux, Côme III cesse d'accorder de la protection aux savants contre l'Inquisition et impose un mode de vie austère aux Florentins, habitués aux fêtes, afin de faire des économies pour sauver son État. Il est préoccupé toute sa vie par le problème de sa succession, d'abord parce que son mariage avec Marguerite Louise d'Orléans étant très mal assorti, lui bigot et austère, elle joviale, il n'eut d'elle que 3 enfants, et le couple se sépare définitivement en 1675. Ensuite, parce que ses enfants ne purent avoir de descendance masculine. Son fils aîné, Ferdinand, atteint de la syphilis, meurt en 1713, sans avoir eu d'enfant de son mariage avec Violante Béatrice de Bavière, sœur cadette de la dauphine de France, et le mariage de son second fils, Jean-Gaston de Médicis, avec Anne-Marie Françoise de Saxe-Lauenbourg, ne permet pas davantage d'assurer une descendance. Les grandes puissances s'opposent à ce que sa fille Anne-Marie-Louise de Médicis, veuve de l'électeur palatin, lui succède, et dans une ultime tentative, il demande à son frère Francesco Maria d'abandonner sa carrière ecclésiastique pour se marier en 1708, mais son union ne permet pas plus la naissance d'un héritier. Côme III meurt sans avoir réussi à assurer la continuité de la dynastie des Médicis. Le règne du dernier Médicis, Jean-Gaston de Médicis, se passe plutôt dans la tranquillité et fut bénéfique pour la Toscane. Il chasse les religieux des organes publics, instaure une justice rationnelle et sut choisir de bons ministres pour gouverner à sa place. Bien qu'il ait d'abord accepté comme successeur son lointain cousin, le jeune infant Don Carlos d'Espagne en 1731, la question de la succession au duché est fixée définitivement par les grandes puissances en 1736. Le duché passera dans les mains de la maison des Habsbourg par le biais du duc François III de Lorraine, futur époux de la fille et héritière de l'empereur Charles VI, Marie-Thérèse d'Autriche. Celui-ci s'installe à Florence en 1737 à la mort de Jean-Gaston de Médicis. Anne-Marie-Louise de Médicis fut la dernière survivante de la lignée. Elle consacre les dernières années de sa vie aux œuvres charitables et à sa mort en 1743, elle lègue le trésor familial à l'État toscan, à condition que jamais rien ne quitte Florence et que les collections des Médicis soient mises entièrement à la disposition du public. Comme on l'a vu, le nom de Médicis se confond avec l'histoire et le prestige de la République de Florence durant la Renaissance italienne. Il est aussi étroitement associé à la France avec 2 reines. Florence durant la fin du XIVe siècle, une famille en quelques décennies a conquis le pouvoir, mais également dans la vie politique italienne. La montée en puissance de la famille des Médicis lui prit près d'1 siècle pour finalement contrôler aussi bien Florence et les États pontificaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.